Grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Je reçois Bob Garcia pour son livre Tintin, du cinéma à la BD aux éditions Des Clés de Brouwer. Bonjour Bob Garcia. Bonjour. Alors vous êtes passionné de littérature populaire, de musique et de bande dessinée. Vous avez publié une dizaine de romans et nouvelles policières, d'études tintinophiles et d'essais et articles sur le monde du jazz. Vous avez publié en 2018 Tintin, le diable et le bon Dieu. Et aujourd'hui, vous publiez le premier et unique recueil consacré aux influences cinématographiques d'Hergé, Tintin, du cinéma à la BD aux éditions Des Clés de Brouwer. Bob Garcia, il existe de nombreux ouvrages consacrés aux sources d'inspiration du créateur de Tintin. Pourtant, il demeure une influence majeure d'Hergé qui n'a pratiquement jamais été explorée, le cinéma, et c'est tout le sujet de votre livre. Comment expliquez-vous cela ? C'est un travail très très long et faut bien le dire quand même un peu fastidieux. Faut être un petit peu frappé, faut s'appeler Bob Garcia pour se plonger dans ce genre d'entreprise, parce qu'effectivement faut visionner des centaines et des centaines d'heures de films sans avoir la certitude de tomber sur la pépite qui est effectivement la source incontournable d'Hergé. Donc je comprends que ça ait pu peut-être rebuter un certain nombre d'exégètes de l'œuvre d'Hergé ou juste des chroniqueurs d'Hergé. C'est long, c'est fastidieux. Il faut être à la fois passionné de bande dessinée, mais aussi cinéphile. Et il y a peut-être que dans les chroniqueurs d'Hergé, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, je m'y suis coltiné à ce travail-là. Combien d'années de recherche a été nécessaire pour réaliser cet ouvrage ? Alors, je raconte un peu partout que c'est 20 ans. En fait, j'en sais rien vraiment moi-même. C'est autour de 20 ans quand même. C'est très très long en tout cas, puisque j'ai eu cette idée-là, par intuition, disons, l'idée d'aller m'orienter vers les sources cinématographiques d'Hergé il y a, plus de 15 ans, 18 ans peut-être, voilà. Parce que effectivement, c'est un travail de très très longue haleine. On découvre des choses soi-même, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui regardent des films et qui de temps en temps disent « Ah tiens, ça pourrait être une œuvre d'Hergé, une source d'Hergé. » Donc il faut aller voir le film, il faut le trouver, il faut se convaincre ou pas que c'est une source. Tout ça, ça prend énormément de temps. Je dirais, grosso modo, une vingtaine d'années. Justement, comment avez-vous procédé ? Quelle méthode de travail avez-vous adoptée pour réaliser ce livre ? C'est un cumul, c'est une synthèse. J'ai épluché tout ce qu'Hergé a pu dire lui-même autour du cinéma, parce qu'il a quand même donné énormément d'interviews et petit à petit, il délivrait quelques informations sur tel ou tel acteur qu'il adorait particulièrement, comme par exemple l'acteur Hans Albers. Voilà, donc Hergé a livré lui-même quelques sources cinématographiques. Donc après, il fallait les trouver, ces sources-là, il fallait les regarder, il fallait les éplucher, puis regarder ce qu'il avait pu en tirer. Hans Albers a fait plein de films. Il s'avère que, par exemple, Drame à Canitoga, qui est un film qui a été tourné pratiquement en 1939, juste avant qu'Hergé de créer le Capitaine Haddock, contient un personnage qui s'appelle justement Hans Albers et qui préfigure complètement le Capitaine Haddock. Ce genre de film, fallait les retrouver, fallait les regarder en entier et puis regarder ce qu'Hergé avait pu en faire. Ensuite, deuxième méthode, il y a tous ceux, comme je le disais tout à l'heure, qui ont regardé des films et qui disaient de temps en temps, tiens, ce film-là a pu éventuellement influencer Hergé. Ou alors encore des écrits de certains cinéastes qui disent, qui racontent leurs films, comme c'est le cas par exemple d'Ichpinen, des araignées de Fritz Lang. J'ai lu le livre avant de regarder le film et dans le livre, en lisant ce livre-là, je me suis dit oh là, c'est pas possible, c'est pratiquement les histoires du Temple du Soleil et du Secret de la Licorne. Ouais. Donc j'ai retrouvé le film, je l'ai regardé en détail et effectivement c'est une source avérée d'Hergé. Donc c'est un long travail de recherche, de compilation. Il faut être à l'écoute de tout ce que tout le monde raconte à ce sujet-là. En l'occurrence, il y a une revue qui est magnifique, qui existe depuis des années, à laquelle je suis abonné, bien entendu, qui s'appelle la Revue des Amis d'Hergé, qui est aussi une pépite et qui livre de temps en temps quelques sources inestimables. Voilà, donc c'est un gros travail de synthèse et de compilation personnelle.
Alors quel est le mode d'emploi de votre livre? Comment cet ouvrage s'articule? Alors, dans un premier temps, j'essaye de montrer comment la culture cinématographique d'Hergé s'est créée. Là aussi, on a, de par les biographes d'Hergé, un certain nombre de documents, un certain nombre de témoignages de proches d'Hergé et d'Hergé lui-même, puisque la plupart sont allés le voir et puis lui ont posé des questions. C'est le cas de Benoît Peters, par exemple. Et Hergé disait, bah oui, quand j'étais petit, on m'emmenait au cinéma pour me calmer. J'étais un peu turbulent. Et puis, au retour du cinéma, il y avait une autre façon de me calmer, c'était de me donner un crayon et un papier et de me laisser dessiner. Donc on comprend que tout petit déjà, dès l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, Hergé va au cinéma, dessine sur ses feuilles de brouillon, de dessins qu'on lui donne, des scènes entières qu'il a vues au cinéma et les transpose en dessin. Donc voilà, ce genre d'information est crucial. Alors il faut savoir que Hergé s'appelait Georges Rémy, qu'il est né le 22 mai 1907, en même temps que le cinéma. Oui, pratiquement. Enfin, en même temps, c'est peut-être un grand mot. Le cinéma est peut-être né un petit peu avant, etc. Mais bon, il a été capable de comprendre le cinéma quand il avait, dans ses premières années de vie, quand le cinéma lui-même balbutiait. Et il a découvert tous les trucages, tous les trucs du cinéma. Hergé les a découverts quasiment en temps réel. Et donc, évidemment, quelqu'un qui était fasciné comme ça par l'image, par le dessin, le côté visuel l'a vraiment frappé. Et c'est une de ses sources fondamentales. Oui, le cinéma, ça fait partie de la structure d'Hergé. Pour en revenir à votre question, comment le livre est structuré, après avoir effectivement montré comment la culture cinématographique d'Hergé s'est créée, j'essaye de montrer quels sont les styles de films qui ont influencé Hergé. Là, j'en liste plusieurs, entre évidemment les films de Far West, mais aussi les films de science-fiction. Il y en a quelques-uns. Voilà, espionnage, pirates, aventure, guerre, tout ça. Et films d'horreur également. Oui, tout ça l'a inspiré. Oui, voilà. Et puis dans une autre partie qui est probablement la plus importante du livre, œuvre par œuvre d'Hergé, j'essaie de lister tous les films qui ont pu potentiellement l'intéresser. Hergé s'inspire également de son entourage, même sa propre épouse Germaine, dans Le Spectre d'Autocar ou encore dans Les 7 boules de cristal. Oui, tout à fait. Il a ça aussi, c'est pointé du doigt par les exégèses et les biographes. Il a toujours été influencé et il s'est toujours documenté, si on peut dire, auprès de ses proches. On le voit très très bien dans Filigrane, dans son œuvre. Dès le début, par exemple, il y a un certain comte Perovski qui est un russe blanc, comme on disait, qui l'a probablement beaucoup aidé pour son voyage soviétique. Puis ensuite, par exemple, dans le Lotus Bleu, on sait très bien que son ami Chang l'a beaucoup aidé, lui a donné énormément d'informations sur la Chine pour pas qu'il se fourvoie dans des mauvaises directions. Et petit à petit, comme ça, au fil des albums, il a toujours eu un ou deux ou plusieurs conseillers de l'ombre, les hommes de l'ombre, comme on les a appelés de temps en temps, les scénaristes de l'ombre, qui lui donnaient quelques idées, qui lui apportaient des idées, des débuts de scénario, et puis après c'était à Hergé de piocher là-dedans ce qui l'intéressait ou pas, de développer ou pas ce qu'on pouvait lui proposer. Là on peut citer des gens comme Jacobs et bien entendu Jacques van Melkebelk qui lui ont apporté énormément, notamment au niveau du cinéma. Oui. Alors j'ai été très étonné en vous lisant de découvrir que Hergé s'est également inspiré du musical, comme dans Les 7 boules de cristal, dont le capitaine Haddock, et je m'en souviens très bien, devient lui-même un des personnages de ce théâtre de l'absurde et enchaîne les gags à un rythme hallucinant pour finir dans la force d'orchestre planté dans une grosse caisse et coiffé d'une tête de bœuf. Oui, ça fait partie de ses influences, le musical aussi, qui est pas si loin que ça du cinéma, parce que la plupart des comiques, des acteurs comiques du début du cinéma, du burlesque, ont commencé au musical. Et donc il y a une filiation directe entre ces univers-là. C'est d'ailleurs ce que raconte Charlie Chaplin dans un de ses livres, des histoires de musical. Et puis il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'acteurs du burlesque qui ont raconté des histoires de musical. C'était une des influences d'Hergé, mais comme Hergé se définissait lui-même comme une éponge, il pouvait être aussi bien concerné par le musical que par le cinéma, ou par l'actualité, ou par d'autres bandes dessinées, ou des livres qu'il pouvait lire. On peut décrypter tout ça à travers l'œuvre d'Hergé.
Alors vous faites remarquer que de 1905 à 1909, la plupart des films sont construits sur des courses-poursuites et la plupart des aventures de Tintin sont construites, elles aussi, sur le principe de la course-poursuite. C'est comme ça qu'Hergé décrivait ses ouvrages. C'était vraiment pour lui une course-poursuite. Voilà. Il fallait qu'on court vers quelque chose, après quelque chose. Effectivement, ça donne un rythme, forcément, puisqu'il y a une course. Et puis, il y a une poursuite, il y a un but que l'on poursuit, qui quelquefois est un peu douteux, mais bon, on se donne ce prétexte narratif pour pouvoir raconter son histoire. Là aussi, c'est inspiré d'un autre cinéaste bien connu et qu'il adorait, qui était Hitchcock, Alfred Hitchcock, Ouais. en reprenant son idée du MacGuffin, qui est finalement un prétexte narratif. Peu importe l'objet après quoi on court ou le prétexte après quoi on court, l'important c'est qu'on ait cette course-poursuite et qu'on puisse tenir en haleine son lecteur ou son spectateur avec un objet, une lettre volée, avec je sais pas moi, le spectre d'autocar, ça en est un exemple, ou encore le bijou volé de la Castafiore, ou encore la petite statuette dans l'oreille cassée. Voilà, ce sont des prétextes, tout ça, des prétextes narratifs à développer une course-poursuite qui tient le lecteur en haleine. Vous me parlez de Alfred Hitchcock, je reviens sur ça. En quoi les œuvres d'Hergé et de Hitchcock sont-elles comparables ? Alors, il y a cet aspect, le MacGuffin, Oui. et puis il y a aussi un autre aspect qui m'a vraiment frappé dans les deux cas. Hitchcock était prêt à bâtir toute une histoire sur une image qui était frappante, choquante, frappante, qui époustouflante, qui laissait quoi le spectateur, comme par exemple cet exemple des pales du moulin qui tournent à l'envers du souffle du vent. Vous imaginez bien un moulin les pales vont dans le sens du vent qui souffle. Ouais. Et ben là, il a eu cette vision Hitchcock des pales qui soufflent à l'envers, et puis il a construit pratiquement tout un scénario ou toute une digression de scénario à partir de cette vision. Hergé va faire exactement pareil. Il va prendre une image qui est très très forte et il va justifier son scénario ou son récit avant et après cette image, juste pour pouvoir introduire cette image, parce qu'elle est tellement puissante, elle est tellement étonnante que ça va tenir encore en haleine le lecteur. Je pense par exemple à cette boule de feu qui fait irruption dans une pièce, dans les 7 boules de cristal, ou encore une digression assez inattendue dans le sceptre d'Ozocar, où on voit Tintin et Milou qui rentrent dans un musée et Milou en ressort avec un os géant de Diplodocus. Hergé a bâti cette scène. Il l'a justifié avant et après, juste pour pouvoir introduire ce gag énorme avec ce petit Milou avec son énorme os dans la bouche. Donc voilà, ça c'est vraiment typiquement un emprunt Hitchcock, ce genre de construction. Également de nombreuses connexions existantes avec les univers de Sherlock Holmes, puisque Tintin lui-même est souvent un détective. Alors non seulement c'est un détective, mais en plus il est appelé plusieurs fois, au début par Milou, puis ensuite par Haddock, il est appelé Sherlock Holmes. Ouais. Dans les 7 boules de cristal, et je crois que c'est la scène la plus typique, où il y a Haddock qui est habillé, vous savez, il est assez classe à cette époque-là, il est habillé en costume, etc. Il fait vraiment vieil anglais vintage. Il ressemble un peu à Watson, et il arrive derrière Tintin qui est en train de regarder des traces de peinture sur un arbre, si je me souviens bien, dans les 7 boules de cristal, et il lui dit dans son dos, eh bien Sherlock Holmes, vous trouvez quelque chose. Il l'appelle carrément Sherlock Holmes. Ouais. Donc j'en ai écrit tout un bouquin là-dessus qui s'appelle Tintin à Baker Street et qui montre justement la filiation entre Conan Doyle et Hergé qui est tout à fait réelle. Hergé utilise également les procédés cinématographiques comme l'ellipse. Quels sont les autres procédés cinématographiques qu'il utilise ? Oh là là, il en utilise plein. Il utilise le travelling, par exemple. Il utilise l'effet de zoom, le travelling. Il y a 3 images qui se suivent dans Tintin au Tibet, où on suit le regard de Tintin et Haddock qui balayent de la vue comme ça, presque 360 degrés d'image. Vous savez, c'est des grandes images qu'on peut faire maintenant à 360 degrés par iPhone, par exemple, sur ce type d'appareil. Et ben là, Hergé a préfiguré ça. C'est l'image du travelling où vous avez la caméra et en même temps l'œil du spectateur, du lecteur, qui balaye 360 degrés de montagnes tout autour d'eux parce qu'ils sont à la recherche de Tian, donc ils sont en train de faire ce balayage. Il y en a d'autres, il y a par exemple la contre-plongée que l'on peut voir déjà bien avant que ce soit créé au cinéma d'ailleurs, que l'on peut voir dans Tintin en Amérique. Il y a des effets de zoom
comme dans Tintin en Amérique aussi, tiens justement. Ouais. Tintin est accroché au poteau de torture et puis on zoome sur sa main qui tient une petite boule de résine qui va lancer sur les Indiens et créer une bagarre générale entre les Indiens. On voit la scène générale et on voit cet effet de zoom juste sur la main. Voilà, c'est ce genre d'effet cinématographique qu'Hergé a utilisé et encore plein d'autres. Bob Garcia, qu'est-ce qui vous fascine chez Hergé? Oh là là, tout. J'ai l'impression que cette œuvre que j'ai découverte dans mon enfance, comme beaucoup de gens, Ouais. à chaque fois que je me donne une grille de lecture différente, je la relis de manière complètement différente. On dirait qu'Hergé a mis l'univers entier dans son œuvre. Quel que soit le sujet par laquelle on tire cette œuvre, on arrive toujours à, je sais pas en faire un livre, faut pas exagérer, mais toujours à la relire d'une manière différente. Donc tout me fascine. Le rythme, l'image, l'humour, cette espèce de course-poursuite permanente qui tient en haleine et on a beau le lire et le relire, on sait ce qui va arriver, mais on se laisse quand même encore prendre une fois de plus par ce récit. Je prépare encore, pour tout vous dire, deux nouveaux livres, Ah oui. j'espère, chez Desclés Brouwer, toujours sur Hergé, avec des sujets qui n'ont pas ou très très peu été traités, et comme maintenant je me suis fixé ces deux nouvelles grilles de lecture, je découvre encore des choses que j'avais même pas vues, ni écrites, ni même intuitées dans les lectures précédentes. Donc c'est une œuvre qu'on n'a pas fini d'étudier, qui réserve encore bien des surprises. Quel est votre Tintin favori? C'est, je crois, Tintin au pays des Soviets. Ouais. Tout simplement parce que, comme beaucoup d'œuvres, Fellini disait j'ai fait qu'un film de toute ma vie, et puis en fait il a fait des déclinaisons du même film depuis le premier. C'est un peu le cas d'Hergé. Vous avez toute son œuvre qui est résumée dans Tintin au pays des Soviets. On a en germe, je dirais, presque tous les autres albums là-dedans qui sont tout y est déjà. La course-poursuite, l'humour, les gags qui s'enchaînent et puis des choses qu'il a repris pendant pratiquement toute son œuvre jusqu'à la fin. Donc pour moi c'est un des préférés. C'était peut-être le moins abouti sur le point graphique, comme disait Hergé, il en avait même un peu honte de cet album. Pour moi au contraire c'est l'album fondateur de toute la série. C'est plus intéressant. Je crois que pour conclure, on peut dire que votre livre est un véritable bijou pour les cinéphiles et les tintinophiles qui souhaitent jeter un nouveau regard sur le travail d'Hergé. Vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, en tout cas, c'est drôlement gentil. Et je suis content que ça vous ait plu. Et puis, j'ai pas la prétention d'avoir fait un ouvrage exhaustif. On va encore découvrir des sources cinématographiques, on va encore découvrir des choses. Mais bon, c'est une bonne synthèse. Il fallait le faire un jour ou l'autre. Bon, après une vingtaine d'années de recherche, c'était bien de le faire. Et voilà, j'ai bouclé. Très bien. Je vous remercie, Bob Garcia. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi de m'avoir reçu.